Ramaphosa réagit aux 13 soldats sud-africains tués par les RDF de Kagame. Le Rwanda s'est-il fait un nouvel ennemi? Lorsqu'il tirait au-dessus de nos têtes, le président a dû les avertir que si cela continuait, ce serait interprété comme une déclaration de guerre et que nous serions obligés de défendre notre peuple. C'est à ce moment-là que les tirs ont cessé. Mais il s'agit d'une crise. Le Rwanda, et je ne veux pas dire seulement le M23, mais le Rwanda lui-même, a franchi une ligne rouge. Notre président aurait dû faire preuve de force et de détermination pour défendre notre peuple et notre nation. Nous ne pouvons pas être diplomatiques dans cette situation. Nous connaissons très bien le président Kagame. Il nous avait averti que si l'Afrique du Sud intervenait, il nous punirait. Et il l'a fait. Et nous continuons à parler de paix comme si nous ne savions pas ce qui allait arriver. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est adressé à la nation après la perte tragique de 13 soldats sud-africains dans l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Bien qu'il soit destiné à rassurer la nation et à honorer les soldats tombés au combat, ce discours soulève des questions cruciales. Monsieur Ramaphosa a-t-il réagi avec la force requise d'un dirigeant lorsque les soldats de son pays sont tués dans un conflit étranger? Les actions de Paul Kagame ont-elles créé davantage d'ennemis pour le Rwanda? Et surtout, la réponse de Ramaphosa expose-t-elle les vulnérabilités de l'Afrique du Sud sur la scène internationale? Dans cet examen critique, nous analysons les implications les plus profondes du discours de M. Ramaphosa, nous disséquons les tensions diplomatiques sous-jacentes et nous nous demandons si l'engagement militaire de l'Afrique du Sud est durable ou s'il s'agit d'une erreur coûteuse. Il ne fallait pas mal interpréter la situation dès le départ. Nous savions que la situation était tendue. Nous savions que le Rwanda avait toujours eu l'intention d'annexer le Kivu et de l'intégrer à son territoire. Nous savions aussi qu'il ne renoncerait pas à cet objectif et que ce n'était pas un homme de parole. Cet homme n'a pas hésité à venir en Afrique du Sud pour tuer ses propres opposants. Les rebelles du M23 sont soutenus par le Rwanda, comme vous l'avez mentionné. Le message envoyé par le président Cyril Ramaphosa à son homologue rwandais appelant à un cessez-le-feu est arrivé à un moment critique. Nos membres ont effectivement été attaqués, comme vous venez de le souligner. Mais regardez, le président Mandela était un vieil homme. Il avait 75 ans lorsqu'il était au pouvoir. Cyril Ramaphosa, qui est de ma génération, aurait dû être plus ferme lorsqu'il a discuté avec Kagame. Il aurait dû clairement indiquer que l'Afrique du Sud n'accepterait pas une telle situation et que les responsables en paieraient le prix. C'est ce que j'attendais du président. Bien sûr, il a des diplomates, notamment la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui peut jouer un rôle diplomatique. Mais il s'agit d'une crise. Le Rwanda, et je ne veux pas dire seulement le M23, mais le Rwanda lui-même a franchi une ligne rouge. Notre président aurait dû faire preuve de force et de détermination pour défendre notre peuple et notre nation. Nous ne pouvons pas être diplomatiques dans cette situation. Nous connaissons très bien le président Kagame. Il nous avait averti que si l'Afrique du Sud intervenait, il nous punirait. Et il l'a fait. Et nous continuons à parler de paix comme si nous ne savions pas ce qui allait arriver. Appel à un cessez-le-feu, je peux assurer aux Sud-Africains que nos camps n'ont pas été attaqués au cours des dernières 48 heures. Malheureusement pour nous, lorsque nous étions à Goma, vos forces de la RDC combattaient les forces rwandaises au-dessus de nos têtes. Et c'est à ce moment-là que nous avons perdu 3 personnes. Nous avons donc dû rapidement communiquer avec le M23 pour leur dire que nous ne faisions pas partie de la bataille, afin qu'ils ne combattent pas au-dessus de nos têtes. C'est ainsi
que nous avons convenu avec eux d'arborer un drapeau blanc pour signaler que nous n'étions pas impliqués dans les combats et que nous ne voulions pas être pris pour cible. Par ailleurs, le M23 avait besoin d'un passage libre pour se rendre à Saké, afin de récupérer leurs combattants décédés. Nous avons donc convenu d'un cessez-le-feu, leur permettant d'avoir un passage sécurisé. Nous n'avons pas ouvert le feu sur leur mouvement, car nous ne savions pas exactement quelle direction ils allaient prendre. Ce cessez-le-feu a été convenu aussi bien par les généraux du M23 que par nos propres généraux. Ce processus est toujours en cours et, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune attaque depuis le cessez-le-feu que nous avons demandé et obtenu du M23. Les dernières informations que j'ai reçues vers 13 heures indiquent qu'il y a de violents combats à Goma entre le M23 et les forces de la RDC. La situation est extrêmement tendue et compliquée. C'est pourquoi nous communiquons toutes les 2 heures pour évaluer la situation. De notre côté, il n'y a eu aucune activité ni attaque. En tant que pays, nous surveillons la situation en permanence pour voir si des mesures doivent être prises afin d'améliorer les choses. Le président est également en contact permanent avec le président de la RDC et avec la direction de la SADC en RDC. Hier soir, il y a eu un engagement mené par le secrétaire Mwanza et je pense que le ministre en parlera sous la direction de la Tanzanie qui dirige le processus. Nous sommes également en discussion avec d'autres acteurs comme l'Angola qui étaient responsables des pourparlers de paix. L'Angola est donc impliqué dans les discussions, ainsi que le Rwanda qui est accusé d'être l'un des principaux instigateurs du conflit. C'est pourquoi nous maintenons la communication avec eux. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'hostilité entre nous. Cependant, lorsqu'ils tiraient au-dessus de nos têtes, le président a dû les avertir que si cela continuait, ce serait interprété comme une déclaration de guerre et que nous serions obligés de défendre notre peuple. C'est à ce moment-là que les tirs ont cessé. Le discours de M. Ramaphosa, bien que sombre et diplomatique, soulève d'importantes préoccupations quant à la politique étrangère de l'Afrique du Sud, à son état de préparation militaire et à sa position plus générale dans le paysage sécuritaire de l'Afrique. La perte de 13 soldats n'est pas un incident mineur. Il s'agit d'une attaque directe contre les forces sud-africaines dans ce qui aurait dû être une mission de maintien de la paix. Bien que le président ait exprimé ses condoléances, rendu hommage aux soldats tombés au combat et assuré le public que tout le soutien nécessaire était apporté aux familles endeuillées, sa réponse n'a pas eu l'assurance et la clarté stratégique que l'on attendrait d'un dirigeant dont les concitoyens viennent d'être tués au combat. Lorsque les soldats d'une nation meurent au combat, le dirigeant doit exprimer sa tristesse et proposer un plan d'action décisif. Dans le cas présent, la réponse mesurée et diplomatique de M. Ramaphosa semble presque détachée de la gravité de la situation. A-t-il minimisé la gravité de l'attaque pour éviter une escalade des tensions avec le Rwanda? Ou s'agit-il d'un signe de la réticence de l'Afrique du Sud à faire face à la réalité de son engagement militaire en RDC? L'un des éléments les plus frappants de toute cette épreuve est l'implication du Rwanda. Le discours blâme explicitement les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises, RDF, pour l'escalade de la situation, marquant ainsi un moment diplomatique important. En blâmant directement le Rwanda, M. Ramaphosa a essentiellement reconnu que l'Afrique du Sud est engagée dans une guerre par procuration avec Kigali, qu'elle veuille l'admettre ou non. Paul Kagame est depuis longtemps accusé d'interférer en RDC, de soutenir les rebelles du M23 et d'alimenter l'instabilité à des fins stratégiques et économiques. Mais aujourd'hui, avec les troupes sud-africaines prises entre deux feux, les enjeux sont encore plus importants.
La mort de 13 soldats n'est pas seulement une perte de guerre. Elle représente un coup direct de l'intervention militaire de l'Afrique du Sud et soulève la question suivante. Le Rwanda a-t-il fait un mauvais calcul? Le Rwanda a-t-il fait un mauvais calcul? En tuant des soldats sud-africains, Kagame s'est peut-être fait un ennemi puissant en Afrique du Sud et, par extension, dans la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. La présence des forces de la SAMIDRC est censée stabiliser la RDC. Néanmoins, après cette défaite, l'Afrique du Sud et ses alliés pourraient subir des pressions accrues pour adopter une position plus rigide à l'égard des ambitions régionales de Kagame. Si le discours de M. Ramaphosa a clairement indiqué que l'engagement de l'Afrique du Sud en RDC n'était pas une déclaration de guerre, la réalité sur le terrain suggère le contraire. La présence des troupes sud-africaines dans une zone de guerre active signifie qu'elles sont déjà engagées dans le combat, que le gouvernement le reconnaisse ou non. La vraie question est la suivante. Que se passera-t-il ensuite? Si une nouvelle attaque contre les troupes sud-africaines se produit, M. Ramaphosa adoptera-t-il une position plus ferme ou continuera-t-il à prôner la diplomatie alors que les soldats sud-africains restent exposés? Compte tenu de la nature imprévisible et volatile du conflit, les dirigeants sud-africains devront bientôt décider s'il convient d'intensifier leur engagement militaire ou de reconsidérer complètement leur rôle en RDC. En outre, en affirmant l'engagement de l'Afrique du Sud en faveur de la paix, tout en appelant au retrait des forces extérieures de la RDC, M. Ramaphosa est pris dans une contradiction. S'il croit à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, pourquoi l'Afrique du Sud participe-t-elle à des opérations militaires dans ce pays? La paix peut-elle être instaurée tant que des troupes étrangères, y compris celles de l'Afrique du Sud, sont encore présentes? L'une des principales préoccupations concernant l'intervention militaire de l'Afrique du Sud en RDC est de savoir si la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF, est équipée pour ce type d'engagement. Dans son discours, Ramaphosa a rassuré le public en affirmant que des efforts étaient faits pour que les troupes soient bien équipées et soutenues. Mais est-ce bien le cas? La SANDF a récemment été confrontée à d'importants défis logistiques, financiers et opérationnels. Les rapports faisant état d'équipements obsolètes, d'un moral en berne et d'un financement inadéquat soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du pays à maintenir une présence militaire prolongée dans une zone de conflit hautement volatile. Si l'Afrique du Sud n'est pas préparée à un conflit prolongé, pourquoi engage-t-elle des troupes sur un front où elles sont prises pour cible et tuées? En outre, il y a la question du soutien de l'opinion publique. Alors que M. Ramaphosa a exhorté tous les Sud-Africains à se rallier aux troupes, dans quelle mesure cette intervention bénéficie-t-elle d'un soutien national? Contrairement aux guerres où la sécurité nationale est directement en jeu, il s'agit d'un conflit étranger dans lequel le rôle de l'Afrique du Sud n'est pas universellement compris ou soutenu. Si le nombre de victimes continue d'augmenter, des pressions croissantes pourraient s'exercer sur le gouvernement pour qu'il retire ses troupes et réévalue sa stratégie de politique étrangère. Le discours de M. Ramaphosa a également abordé l'importance de la position du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit en RDC. Bien que les Nations Unies aient appelé à la fin des hostilités et au retrait des forces extérieures, l'histoire a montré que ces résolutions n'ont souvent que peu d'impact immédiat sur le terrain. La question la plus importante reste la suivante. Comment cela affecte-t-il l'Afrique du Sud? Comment cela affecte-t-il la position de l'Afrique du Sud dans la politique régionale et mondiale? Au sein de la SADC, l'Afrique du Sud
est l'une des principales voix de la SADC, et ses pertes militaires en RDC pourraient conduire à des appels plus affirmés en faveur d'une réponse régionale collective contre l'agression présumée du Rwanda. Si la SADC devient plus unie contre le Rwanda, Kagame pourrait être confronté à un isolement diplomatique croissant en Afrique. Kagame et Ramaphosa sont des personnalités influentes au sein de l'Union africaine, et cette crise pourrait diviser davantage l'organisation. L'UA adoptera-t-elle une position plus ferme à l'égard du Rwanda ou conservera-t-elle sa neutralité diplomatique habituelle? Sur le plan international, l'Afrique du Sud